Tech. AFD Tech. AFD Tech. Aujourd'hui, Thierry, chef de projet télécom à la RATP, nous parle du projet du Grand Paris. Le Grand Paris, c'est un projet à dimension nationale, mais aussi internationale. Ces 155 km de lignes nouvelles, interconnectées au réseau existant, offriront à des milliers de franciliens des déplacements plus rapides et plus faciles de banlieue en banlieue. Des pôles majeurs d'activité seront mieux desservis et reliés au cœur de Paris. Le Grand Paris, c'est aussi une vision d'ensemble, concilier qualité de vie au quotidien et compétitivité internationale, dynamisme économique et exigence environnementale. Et aujourd'hui, pour nous en parler, on accueille Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors ma présentation, personnellement déjà, je vais présenter mon parcours. Moi j'ai une formation en économie avec une spécialisation en management. Alors mon parcours il est un peu patchwork, mais pour résumer, j'ai un parcours commercial de 7-8 ans après ces formations et un parcours managérial d'une dizaine d'années derrière, avec essentiellement des fonctions de pilotage en business unit, dans le traitement de la donnée, dans la supply chain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aujourd'hui de ton métier et de ton expertise ? Alors, mon expertise s'est bâtie au fur et à mesure de mon parcours et de mes missions dans la supply chain, dans le pilotage, dans la conduite de projet. Particulièrement, pour résumer, mes deux spécialités, c'est vraiment la conduite de projets complexes et la supply chain. Fort de ce Master 2 en management, il a fallu compléter au fur et à mesure par bien sûr de l'expérience terrain dans de nombreux domaines, logistique, supply chain, industrie, et compléter par des formations. Alors j'ai une certification d'auditeur supply chain, ce qui permet d'avoir une vision un peu transverse, une deuxième certification en audit d'entreprise, dans toutes les parties contrôle de gestion, finance, organisation générale, RH, et aussi en prévention des risques. C'est un domaine qu'il ne faut pas négliger, qui est vraiment très important pour beaucoup d'entreprises. Comme tu le vois, ça fait un ensemble qui a composé une solide expérience pour de la conduite de projet qui demande une vision transverse et amont-aval bien maîtrisée. Capant tout ça, j'ai une bonne expérience, une bonne expertise aussi en conduite du changement, parce que tout ça génère beaucoup de changements dans les entreprises au fur et à mesure et il faut aussi l'accompagner. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Donc aujourd'hui, tu es chez AFD Tech. Précédemment, tu étais dans une mission chez un opérateur qui était Bouygues Telecom et aujourd'hui, tu es à la RATP. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Pour faire le lien avec ce qu'on a dit avant, donc j'étais déjà précédemment dans d'autres cabinets comme consultant dans de la conduite de projet. Et depuis 2 ans, depuis septembre 2018, je suis chez AFD Tech qui m'a recruté pour une mission bien précise, qui était une mission proposée par Bouygues Telecom. Alors qu'est-ce que c'était que cette mission chez Bouygues Telecom ? C'était déjà une mission quand même assez importante puisque ce projet qui portait le nom de projet Platforming s'inscrit dans le cadre d'un programme New Deal, qui est un programme avec tous les opérateurs que certains chez AFD Tech doivent connaître, bien sûr, qui est un projet de modernisation, un projet d'envergure nationale pour densifier le réseau et préparer l'arrivée de la 5G. Donc Bouygues Telecom, en main d'une grande partie de ce projet, en a fait l'audit et s'est dit il faut qu'on s'industrialise, il faut qu'on ait une vision non pas d'opérateur mais d'industriel, parce que développer le réseau au niveau national, ce sont non pas des dizaines, même pas des centaines, mais des milliers de points réseau qu'il va falloir installer et les préparer à l'évolution aussi de la 5G. Donc il a fallu monter ce projet. Ma mission chez Bouygues Telecom, c'était clairement monter l'équipe de pilotage. Il n'y avait rien, il fallait créer la mission. Conduire ce projet, piloter à la fois la partie études, la recherche de partenaires industriels, monter un appel d'offres européen. L'idée était de fabriquer les sites pylônes, sites d'émissions mobiles en amont, en usine, et de les livrer sur le terrain au lieu de les assembler un peu à l'artisanat en ouvrant les cartons dans l'herbe sous la pluie comme on pouvait l'imaginer avant, avec aucune coordination. Donc industrialisation du réseau. Et ça a duré pendant 2 ans de cette mission, avec un vrai succès puisqu'on a réussi à monter une usine. Bouygues Telecom a sa propre usine de fabrication des sites qui est à Chartres. Et à partir de là, moi, j'ai vu la fin du projet arriver en fin 2019.
On en a parlé au sein d'AFD avec les carrières, bien sûr. On a regardé, la fin étant proche de la mi-2020, il était temps de regarder autre chose. Et est arrivé ce projet RATP au sein des carrières, au sein des projets chez AFD Tech. Et on a répondu ensemble. Moi, je me suis présenté au cours de la réponse à l'appel d'offres afin de gagner ce marché qui a été proposé par AFD Tech, dont on va parler maintenant. Exactement. Donc aujourd'hui, tu es en mission au sein de la RATP. Tu travailles sur le deuxième plus grand projet d'envergure au monde. Il s'agit du Grand Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, c'est quoi exactement le Grand Paris ? Alors là, on est passé dans une autre dimension. Je viens de le dire, le projet Bouygues Télécom était déjà un projet d'envergure, puisque national, mais comme on le dit, c'est un projet franco-français. Le Grand Paris, c'est bien sûr un projet qui est en Île-de-France, mais sa taille est vraiment anormale pour un projet français, puisque d'entrée de jeu, il rentre dans le top des projets mondiaux. C'est le deuxième, tu l'as dit, le deuxième plus gros projet au monde, sachant que le premier devant, c'est le pont autoroutier en Chine, le pont qui relie Pékin, je crois, qui fait 55 km. Alors lui, il représente 10 milliards à peu près d'euros, et le projet du Grand Paris, ce n'est que, entre guillemets, 4 à 5 milliards d'euros. Mais quand même, deuxième plus gros projet au monde, donc on rentre tout de suite dans une autre dimension. Alors c'est quoi le Grand Paris ? C'est un contexte de transport public au sein de l'Île-de-France. Alors tout le monde connaît, c'est du bus, du tramway, du métro et du RER, faut pas l'oublier, on va dire en partenariat avec la SNCF. Le Grand Paris, c'est une population importante, c'est 12 millions de personnes, plus de 12 millions de personnes en Île-de-France, 3 millions de personnes en transit. Donc on se retrouve tout de suite dans une autre dimension. Les chiffres donnent le vertige. Pour le métro, que je connais bien, c'est 1,5 million de voyageurs par jour. Il y a 450 000 voyageurs sur le RER et 1 million de voyageurs dans le bus. Voilà, qu'on part dans d'autres chiffres, et on se doute que derrière tout ça, les acteurs du projet, on va passer dans une autre dimension aussi de pilotage, parce que il y a énormément de données au sein du Grand Paris. Pour que tout le monde comprenne bien, le Grand Paris, donc c'est l'Île-de-France, Île-de-France Mobilité, qui a 2 maîtres d'ouvrage. Il y a la Société du Grand Paris, qui a certaines lignes dont elle a la maîtrise d'ouvrage, et puis l'autre, c'est celui que je connais mieux, c'est la RATP. D'accord. L'autre maître d'ouvrage. Ce qu'on peut dire sur ce projet Grand Paris, il a lui-même des enjeux très forts, puisque les déplacements augmentent très fortement, 10 à 15% chaque année. Donc il faut quand même rapidement apporter les moyens. Mais c'est une révolution technologique. On va dire que jusque-là, les transports de France étaient assez circonscrits à Paris et sa proche région parisienne. Là, on va étendre les lignes. Un autre chiffre donne le vertige, c'est le Grand Paris, c'est 130 chantiers. C'est-à-dire ? Il y a 130 chantiers à ouvrir entre les tunnels qu'il faut creuser, les gares qu'il faut modifier, les gares qu'il faut créer. On crée par exemple une gare sous les pistes d'Orly, sous l'aérogare d'Orly. On modifie les gares existantes. C'est 130 chantiers qu'il va falloir créer de toutes pièces. Ces chantiers, pour la plupart, ne sont pas démarrés, à part la partie tunnel. Mais tous ces chantiers vont naître et se créer les uns après les autres. Et on va en parler un petit peu plus tard. Mais moi, dans ma mission, j'ai une petite dizaine de chantiers. Déjà 4 sont ouverts. Il y en a 130 en tout. Donc le Grand Paris, c'est vraiment quelque chose de gigantesque. Il y a un autre enjeu fort pour le Grand Paris, c'est l'image. Chez l'Île-de-France, c'est Paris, tu comprends, c'est une image nationale. Et il y a les JO en point de mire, les Jeux Olympiques en 2024, qui donnent une image, et elle est là, la notoriété internationale. Le Grand Paris s'associe à cette compétitivité, on va dire, de candidats aux JO. Quand Paris a candidaté, j'imagine que quand Paris a dû dire on a un réseau de transport à la hauteur du projet. Le réseau de transport qui a été promis, il faut le livrer. Moi particulièrement, je suis dans la division métro, donc l'idée, c'est qu'on rentre un peu mieux dans ta mission aujourd'hui au sein de la RATP. Quel est ton rôle aujourd'hui dans cette mission ? Alors, qu'on se comprenne bien, encore une fois, la taille doit nous permettre de nous situer. On a dit, c'est le Grand Paris, c'est un projet Île-de-France. Dans ce projet-là, il y a un maître d'ouvrage qui s'appelle la RATP. La RATP a une division qui s'appelle SIT, les systèmes d'information et de télécom. On voit déjà, tu vois le râteau, il commence déjà à être important. Dans la RATP, il y a le projet MSP, qui est de la maîtrise des projets, et a été créée une division des programmes et projets complexes. Pourquoi ? Parce que tous ces projets-là, tout ce qu'on vient de dire, 130 chantiers, le Grand Paris, c'est quand même assez complexe. Et la RATP s'est dit, il faut que je me structure, il faut que je crée une vraie division
projet complexe, avec une branche métro automatique, parce que tous les métros ne sont pas automatisés en Île-de-France, et donc moi je suis dans la division métro automatique. Dans cette division métro automatique, il y a une ligne majeure qui est l'artère principale, c'est la ligne 14. Il suffit de regarder une carte du métro pour le comprendre. Elle est centrale, elle va du nord au sud, et elle est clairement l'artère de ce projet Grand Paris. Cette artère ligne 14 va être étendue au nord et au sud, et moi je suis donc pilote projet chargé des télécoms dans ce projet de la ligne 14 qu'on appelle PL14, prolongement de ligne 14. Voilà. Alors, Une sacrée organisation, dis donc. Hein. Voilà, ça paraît là comme ça à Capella un peu complexe, alors c'est vrai que s'il y avait un organigramme, on y comprendrait quand même mieux quelque chose, mais la RATP, c'est quand même 40 000 personnes, ils sont tous en Île-de-France, hein, il n'y a pas de RATP à Bordeaux, donc la RATP c'est très concentré sur cet organisme pentagruélique, il faut s'y retrouver. Et déjà quand on y travaille, il faut savoir où on est, et puis aussi pour ceux qui nous écoutent, il faut comprendre de quoi on parle. Donc moi, mon rôle dans ce projet d'envergure, tu vois, c'est dans cette artère principale prolongée qui s'appelle la ligne 14, assurer le pilotage télécom. Alors ça veut dire quoi ? Moi, je ne m'occupe pas des tunneliers, je ne m'occupe pas de l'infrastructure génie civil, le béton, je ne creuse pas, je ne fais pas d'infrastructure, on va dire, en amont. Mais à un moment, on me livre ça. Et ça, il faut l'équiper pour que ça fonctionne. Dans ma mission télécom, il y en a une principale qui est l'outil de pilotage. Alors l'outil s'appelle le SAET. C'est un outil qui permet de piloter automatiquement les trains. Tout le monde a bien compris que dans les trains de la ligne 14 et dans beaucoup d'autres lignes maintenant, il n'y a pas de conducteur. C'est un système informatique qui pilote. Et donc ça se fait pas par le Saint-Esprit. Il faut équiper les lignes, équiper les métros, équiper les quais de systèmes qui permettent de piloter les trains, et on imagine que ça doit fonctionner puisqu'il y a un train toutes les 85 secondes. On n'imagine pas la panne, on n'imagine pas la défaillance informatique. Hein. Il vaut mieux pas, non. Avec plusieurs centaines de personnes par rame et 200 000 personnes par jour sur la ligne 14, tu vois. Donc mon boulot est de faire en sorte, c'est le boulot du pilote télécom, que les engagements soient tenus en termes de qualité, de coût et de délai. La qualité, c'est la pertinence des systèmes sont là, ce sont de nombreux systèmes qui doivent cohabiter entre eux. Le pilote télécom, il est sur ce système de pilotage de train, mais il est aussi sur le Wi-Fi, ça tout le monde connaît, sur la téléphonie, l'interphonie, tous les systèmes de communication. Dans beaucoup de cas aussi, il va y avoir un interface fort avec les moyens audio-vidéo. Il suffit d'aller dans le métro pour voir toutes ces caméras, tous ces systèmes qui sont à la disposition des conducteurs, des opérateurs, des contrôleurs. Et puis, on imagine des postes de commandement aussi. Il y a l'aménagement des postes de commandement, les postes de pilotage, parce que tout ça, dans l'automatisation, là, on n'est pas tellement dans l'humain, on est plutôt dans l'informatique. Ben, c'est sensible, c'est fragile, et ça doit être redondé, ça doit être sécurisé. Donc voilà, l'engagement du pilote télécom, c'est celui-là, c'est créer cette infrastructure, tenir ses engagements. Alors les coûts sont importants, des systèmes qui coûtent cher, beaucoup d'interventions aujourd'hui et demain en termes de jour, de nuit, et puis en termes de délai, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'objectif des Jeux Olympiques en 2024, des objectifs avec de nombreux jalons. Et il faut les tenir, on a peu de marge de manœuvre, même si 2024 c'est dans bientôt 4 ans, mais c'est pas si long que ça. Donc aujourd'hui tu as un petit peu t'as un véritable chef d'orchestre, on va dire. Oui, alors le chef d'orchestre n'a pas trouvé sur son équipe et ses musiciens en place, il faut aussi créer toute cette équipe, puisque c'est une création de poste. Donc le premier boulot est de structurer l'équipe. L'équipe aujourd'hui était patchwork, entre en amont des bureaux d'études, des dessinateurs, des gens chargés d'études, on va dire infra, radio. À l'autre bout, tu vas retrouver des maîtres d'œuvre en attente d'agir sur le terrain avec des entreprises. On est dans le marché public, il faut bien le comprendre. Donc on ne parle pas de sous-traitants, on parle de titulaires de marché public dans un tas de domaines. Il y a des gens qui déroulent des câbles, il y a des gens qui installent des baies, il y a des gens qui vont te fixer la caméra au mur et un autre qui va la brancher. Tous ces gens-là, aujourd'hui, étaient en attente d'une coordination. Les études se terminent, les maîtres d'œuvre vont pas tarder à agir. Le pilote, lui, il est mis au milieu de tous ces gens-là et il est chargé de faire la coordination et l'organisation. Tu vois, il y a le côté monter une équipe, s'assurer que cette équipe travaille bien les uns avec les autres, s'assurer que tout le monde a bien compris les enjeux. C'est pas forcément évident.
Le dessinateur-projeteur, lui, une fois qu'il a fait son plan, il a fait son boulot. Le maître d'œuvre, il attend qu'on lui donne un plan juste pour lancer son entreprise sur le terrain. Chacun a ses problématiques. Le pilote, lui, il a toutes ces problématiques-là. Merci pour tous ces détails, Thierry. Du coup, comment ça se passe en termes d'organisation de l'équipe ? Il faut être bien préparé, on l'a dit tout à l'heure, c'est un travail de chef d'orchestre. Alors la chefferie de projet, le pilotage de projet, c'est vrai que ça peut être proche de ce que ferait un chef d'orchestre. Il faut être capable de connaître les forces, les faiblesses des uns des autres. Il faut bien se préparer, bien anticiper. Des choses étaient commencées, des choses n'étaient pas commencées, auraient dû l'être. Des choses ne peuvent pas commencer pour X raisons, donc il faut se retrouver là-dedans pour bien se préparer. Ça, c'est important. On est aujourd'hui dans une période charnière. Je viens de le dire, la partie études qui a duré depuis presque 10 ans. Ça a commencé en 2012, ce projet d'extension de PL14 ligne automatique Grand Paris, depuis 2012. Et on en a pour le Grand Paris jusqu'en 2030. Et particulièrement, nous, on est sur la ligne 14 jusqu'en 2024. Donc on a deux horizons, l'ancien et le futur. Il faut bien savoir où on est situé pour chacune des tâches. Et l'organisation de l'équipe là-dedans, elle est relativement évidente. C'est que il faut prendre conscience des profils, des manques éventuels, penser à recruter pour boucher les trous quand il y a une défaillance, penser au backup. Aujourd'hui, on était encore dans une période un peu de stand-by dans beaucoup de domaines où les études venaient de se terminer, mais là, on va agir sur le terrain. Alors, attention, parce qu'on va mettre en place des choses, il faut que ça soit correct, bien étudié, bien dessiné, bien acheté aussi. Il y a des problèmes budgétaires, des problèmes de timing. On lance pas un appel d'offres et on choisit pas un titulaire, on commande pas du matériel comme ça, on va pas au magasin de bricolage du coin. Donc là aussi, il faut prendre conscience des nécessités administratives, on va dire. On est avec de l'argent public au départ, on fait pas n'importe quoi. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer du coup dans ton travail au quotidien ? Qu'est-ce qui pourrait être irritant et au final ne l'est pas ou l'est plus ou moins ? On l'a dit, la taille d'entreprise, la taille des équipes, le nombre d'interlocuteurs, il faut animer tout ça, il faut être à la fois un animateur, un pédagogue. On est dans le domaine public, avec des personnels qui sont mixtes. On a des agents qui sont des fonctionnaires de service public, on a de nombreux consultants, de nombreuses entreprises titulaires des marchés. Donc le plus compliqué, c'est déjà de s'y retrouver, de bien avoir une clarté, que ça doit être limpide, qui fait quoi, qui peut apporter la réponse à une question, on ne peut pas perdre trop de temps. Donc il faut, et c'est le boulot typiquement d'une mission de chef de projet, de pilote de projet, il doit savoir agir rapidement. Il pilote l'avion, il n'en est pas le propriétaire, il y a de nombreuses personnes dans l'avion et on lui dit il faut aller du point A au point B, lui il sait y aller mais il faut lui donner toutes les billes et s'il les a pas, il faut qu'il les trouve. Donc à partir de là, la mission peut être complexe si tu ne trouves pas les bons interlocuteurs, s'ils ne sont pas là, s'ils ne sont pas dispo, si les études ne sont pas terminées, alors qu'on te demande de déployer sur le terrain, ça peut arriver, donc il faut agir vite, terminer des études, mettre les bouchées doubles, faire agir les uns avec les autres, on l'a dit, pédagogie, coordination, avec une équipe de grande dimension, on est dans plusieurs centaines de personnes, l'équipe de pilotage c'est une trentaine de personnes, des maîtres d'œuvre, des dessinateurs, des projeteurs, mais il y a derrière tous les chargés d'études, tous les experts, on imagine dans tous ces domaines. Il y a toutes les problématiques de sécurité, sécurité pour les futurs utilisateurs, mais sécurité aussi pour les personnels. Et tout ça, il faut l'avoir dans son giron, dans sa main, et être capable d'agir avec ça. Ouais, comment tu fais du coup pour vérifier au final que tout le monde a bien fait son job ? Comment tu t'organises au quotidien ? Est-ce que tu as une méthodologie particulière, des outils peut-être qui t'aident au quotidien ? Oui, c'est clair que les outils de la conduite de projet, c'est-à-dire la planification, tout le monde connaît les plannings, les Gantt, des outils que nous utilisons au quotidien, que les uns et les autres utilisent. Dans mes équipes, j'ai des gens chargés de planification qui utilisent des Gantt au quotidien. Il y a des gens chargés d'études qui utilisent de la planification, des outils de coordination. Moi, j'essaye d'être synthétique. J'essaye de ne pas me faire déborder, de garder le fil conducteur de tout ça. Moi, je sais où je veux aller. C'est ma mission. Point A au point B, on l'a dit. Moi, j'ai un atterrissage prévu. Donc, quoi qu'il se passe, je dois avoir le suivi. Alors, j'en ai certains qui sont des outils un peu maison, on va dire, mais on utilise tous des outils qui sont des tableaux, des tableurs, des outils de pilotage, de notes de synthèse. Et puis après, il y a de la communication,
il y a du réel. Alors c'est vrai qu'on a pris la période Covid en pleine tête. Moi je suis arrivé en début février et le 16 mars je me suis trouvé confiné comme tout le monde. Ouais, donc commencer une mission dans un tel contexte, c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que d'un seul coup il n'y a plus personne dans les bureaux et il n'y a plus personne au fur et à mesure sur les terrains et sur les chantiers parce que parfois il y a des études préalables et d'un seul coup tout s'arrête. Alors il faut quand même redémarrer la machine parce qu'on ne peut pas demain et en 2024 dire oui mais j'ai été gêné en 2020 par le Covid. Déjà ça va peut-être pas être que 2020 donc il faut faire avec. Alors ça m'a au départ compliqué la tâche parce que t'imagines en un mois je ne connaissais pas forcément les interlocuteurs. On l'a dit c'est plusieurs dizaines voire plusieurs centaines si on prend les gens sur le terrain. Donc je me suis retrouvé partant en télétravail comme tout le monde avec des interlocuteurs que je ne connaissais pas ni physiquement mais ni dans leurs compétences. Et donc, il a fallu faire au fur et à mesure. Ça, c'est une difficulté qui n'est pas prévue dans le métier de conduite de projet. Mais bon, eh bien, ça fait partie de notre travail d'être capable de s'adapter. J'ai essayé autant que possible de m'adapter. Je pense que notre client RATP est content de la façon dont les choses ont été menées par moi et par d'autres. On a bien travaillé en télétravail et on a bien mené nos études, nos projets. Les choses avancent. C'est vrai qu'on n'a pas pu aller autant sur le terrain qu'on voulait. Il a fallu faire abstraction de certaines vérifications. On s'est adapté, on a fait des sessions vidéo. Il y en a un seul qui va sur le terrain et il fait une vidéo pour les autres. On a fait des réunions Teams vidéo, projection de photos. Tu sais, il a fallu s'adapter et on a de nombreux mois qui ont été perdus en désorganisation avec le Covid. Mais heureusement qu'on s'est quand même autant que possible bien organisé dans cette situation-là. On n'aurait pas pu être à l'arrêt jusqu'à maintenant. En plus, tu vois, la situation, elle perdure. Et est-ce que le Covid, au final, aura un impact sur le projet en lui-même à la fin? Ça va juste prendre du retard ou il y aura d'autres impacts qu'on peut envisager? Il y a de l'impact, oui, parce que du retard a été pris sur le terrain. Il a fallu un moment arrêter les chantiers en cours. Et donc ces chantiers lourds de tunnels, de préparation de sol, etc. À un moment, les équipes sont rentrées à la maison et on a perdu un mois, on va dire, autour de ça. Ça a désorganisé un peu derrière et globalement, on peut dire que quelques semaines ou quelques mois, selon les métiers, ont été perdus. Heureusement, il y avait de la marge de manœuvre. Il n'en reste que les jalons sont les mêmes et le jalon final reste le même. Alors, il va falloir s'organiser pour compenser, récupérer le temps passé, travailler plus. Bon courage. Ouais. Comment ça va se passer la suite? Est-ce que toi tu disais le prolongement de la ligne 14 pour ta partie, ça normalement se finit en 2024. Est-ce que du coup on peut imaginer que finalement le Grand Paris ça va jamais vraiment s'arrêter et que c'est un projet qui est évolutif et qui ne s'arrêtera jamais? Il y a déjà le projet tel qu'on le connaît aujourd'hui avec... Aujourd'hui, si on prend le métro, c'est 16 lignes et sur ces 16 lignes, il y en a 10 qui vont être étendues déjà. La ligne 14, elle double de taille. Donc on va déjà atteindre une taille nouvelle en 2024. Oui, pour la ligne 14, on passera de 9 à 17 stations. On passera de un poste de commandement à 2 gares de remisage. Donc elle aura doublé de taille. Mais le Grand Paris dure jusqu'en 2030. Pourquoi? Parce qu'il y a des lignes extérieures, la 15, la 16, la 17, la 18, il y a 60 km de tunnels à creuser pour le Grand Paris au total. Et donc, là, on retrouve nos chiffres qui donnent le vertige. Ça va se faire sur cette nouvelle décennie 2020 complète. Il y a du travail qui n'est pas que sur la ligne 14. La ligne 14 en est l'artère principale. Elle est aussi un bon modèle pour montrer de quoi est capable le maître d'ouvrage RATP en termes de prolongement et en termes d'automatisation. Parce que la ligne 14, elle est de 1998 quand même. Les systèmes, ils ont pris un peu de plomb dans l'aile, ils sont un peu vieux, ils doivent être modifiés. Le système de pilotage des trains va être changé par une nouvelle génération. Et en même temps, cette nouvelle génération va devenir la génération des futurs trains automatisés. Et on voit bien le sens de l'histoire. Hein. La ligne 1 est automatisée. On va avoir d'autres projets de lignes à automatiser demain. Dans la décennie 2020, parce que c'est le sens de l'histoire. C'est fiable, c'est performant, et ça permet de resserrer les trains là, entre eux. Il y a 85-90 secondes entre deux trains automatisés, alors qu'il y a parfois 3 minutes entre deux trains avec chauffeur. Du coup, à l'avenir, toutes les lignes de métro vont être automatisées. Je pense notamment à la ligne 13 qui est surchargée pour l'avoir prise de nombreuses fois. C'est vraiment un calvaire au quotidien de la prendre, la ligne 13. Est-ce que l'ensemble des lignes, du coup, vont être automatisées ? Non. Pour l'instant, il y a la 1 qui est la ligne la plus utilisée dans le cœur de Paris. Tu as parlé de la 13, c'est une réflexion en cours. Il y a la 4
qui va être automatisée. La 14, il y a sûrement d'autres nécessités, mais on ne peut pas automatiser toutes les lignes. On va automatiser les lignes qui demandent, on l'a dit, cet espacement court entre les trains. La 14, elle ira du nord de Saint-Denis-Pleyel à l'aéroport d'Orly. Quand même pas n'importe quoi. Du coup, elle pourra décharger un petit peu la Tresse, je pense. C'est le but de décharger la Tresse par son secteur nord, mais ça sert à rien d'aller automatiser la 7 ou la 11, qui sont peut-être... Il y a certaines lignes qui sont des lignes intramuros de Paris. Il faudra vraiment que tout le reste soit fait et bien fait pour qu'elles soient automatisées. Ça me paraît pas nécessaire de toute façon. D'accord. En tout cas, tu parles vraiment de ta mission avec passion. Ça se voit que tu es passionné par ton métier. Oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus au final dans ton job? Qu'est-ce qui te stimule au quotidien sur ce projet? On l'a dit, c'est un projet d'envergure. Pour un chef de projet, un pilote de projet, il a vocation d'aller demain conduire un projet d'envergure et non pas des projets mineurs. On veut montrer de quoi on est capable et moi c'est ça qui me plaît dans ce projet. C'est un projet fort, c'est un projet à plusieurs milliards d'euros au sens du Grand Paris et plusieurs dizaines de millions d'euros pour la ligne 14, presque 100 millions d'euros, pas loin. C'est un projet avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'enjeux, des enjeux très forts. Donc il faut se mettre en danger un petit peu. Là, on n'est pas dans le confort, on est dans un futur à 4 ans avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de contraintes. Moi, sur ligne 14 particulièrement, j'ai 7 stations, 2 gares, un centre de remisage à sortir de terre. On est encore dans la boue et dans la terre sur ces chantiers-là. J'en ai que 4 qui sont démarrés sur l'ensemble. Donc il y a encore beaucoup à faire et ça fait saliver tout chef de projet qui aime son métier, qui aime conduire, piloter et atteindre l'objectif. C'est quand même la base du métier, c'est atteindre les objectifs qu'on te fixe. Enfin, dernière question. Selon toi, quelles sont les qualités qui sont vraiment indispensables du coup pour réussir dans ton métier? Je pense qu'il faut être polyvalent, il faut avoir une compétence, un spectre assez large parce que moi, au quotidien, j'ai des réunions parfois avec des dessinateurs projeteurs. Ils parlent de leur métier comme si toi tu le connaissais, donc c'est très technique. On parle de beaucoup de plans 2D, mais aussi beaucoup de 3D. Donc il y a le côté vraiment technologique, novateur. Donc il faut être capable de comprendre toutes les technologies, avoir une vision transversale, parce que peut-être l'après-midi tu vas travailler sur le terrain avec un maître d'œuvre ou avec même l'entreprise qui va te demander où est-ce que tu veux que je te fixe la baie ou je perce où pour passer le câble. Voilà, il faut être terrain, il faut être bureau d'études, il faut être en capacité aussi de dialoguer, de comprendre les forces, les faiblesses des uns des autres, d'avoir à l'esprit ton enjeu, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas tous les mêmes enjeux dans l'équipe. Le maître d'ouvrage, lui, il ne veut entendre qu'une seule chose, c'est tenue des jalons et réussite du projet. Donc à toi de mettre les moyens. Alors après, il faut connaître tes interlocuteurs. C'est difficile aussi pour moi parce que quelque part j'arrive. Je suis à la RATP depuis 9 mois. Certains y sont depuis plusieurs dizaines d'années, 20 ans. Donc là aussi, quand on est en plus un externe, je suis AFD, bien sûr je suis à la RATP, mais je suis AFD, je suis pas un agent RATP fonctionnaire. Donc il faut arriver à se mettre là aussi, tu vois, faut avoir ces qualités de... Je pense, pour ceux qui nous écoutent, c'est important d'être en capacité de dialogue, d'une certaine pédagogie, de l'écoute. Il ne faut pas être dogmatique parce que les gens qui sont en face de toi, ils connaissent très bien leur métier et ils ont simplement besoin que tu sois dans ta mission de pilotage. Eux, ils sont chargés, voilà, si on prenait le parallèle de l'avion, ils sont chargés des moteurs, ils sont chargés des ailes, ils sont chargés des technologies. Toi, tu es le pilote, donc tiens le manche, emmène-les où il faut aller et ils vont t'aider. Mais c'est pas eux qui vont piloter à ta place. Donc il faut être à ta place, voilà, comme pilote. Merci pour cette réponse complète. Merci pour cette interview, Thierry. J'espère que tu en passionneras plus d'un parce que moi, ça m'a passionné. Et puis, pourquoi pas refaire un deuxième podcast pour refaire un point dans un an pour voir comment le projet a avancé. Merci beaucoup, Thierry. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. AFD Tech. AFD Tech. AFD Tech.